Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Mon propos liminaire sera extrêmement bref. Les commissaires et les membres du groupe La France Insoumise des différentes commissions, les commissaires de la Commission des Finances, avec les experts du mouvement La France Insoumise, ont réalisé un contre-budget tout en menant la bataille parlementaire dans laquelle, comme vous avez pu l'observer, nous avons été extrêmement présents avec entre 300 et 400 amendements. J'entendais une discussion entre mes camarades pour savoir le nombre exact sur le projet de loi de finances. Et au fil des amendements, nous avons essayé de dégager une cohérence politique et économique. C'était l'impératif qu'on s'était donné. Et bon, naturellement, un débat parlementaire ne permet pas toujours de bien rendre compte de cette cohérence. C'est pourquoi ce contre-budget est le bienvenu. Je veux saluer le travail de mon ami Éric Coquerel, qui a fait la coordination entre les commissaires ici au groupe La France Insoumise et le mouvement lui-même, dans lequel travaillent ses experts, ses hauts fonctionnaires, ses militants, qui ont préparé ce contre-budget. Voilà. Sans plus tarder, je donne la parole à Éric en tant qu'animateur de ce travail. Merci Jean-Luc. Chers amis, on a l'honneur de vous présenter ce contre-budget. On nous a demandé des fois pourquoi on attendait le 2 novembre, alors même qu'on avait annoncé ce budget, si vous vous en souvenez, les premiers le 26 septembre. Tout simplement parce que si on veut faire un travail sérieux, il faut se donner le temps. Et il nous semblait que finalement, entre le moment des recettes, c'est-à-dire la présentation des recettes et la présentation des dépenses, nous étions finalement au cœur du débat budgétaire. Et j'allais dire qu'on ne s'attendait pas en plus à ce que, juste avant la conférence de presse, ait lieu un projet de loi rectificatif finances qui montre que, pour le moins, nous improvisons moins finalement que le gouvernement en la matière. Pourquoi ce contre-budget ? Déjà parce que nous ne pouvons pas, à travers la bataille d'amendements, présenter l'étendue de notre logique. Nous sommes contraints par l'article 40, comme vous le savez, ce que nous contestons, qui nous contraint à gager toute dépense que nous jugeons nécessaire. Nous sommes contraints aussi, enfin en tout cas le gouvernement est contraint, et du coup via l'article 40, nous en subissons également la peine par la règle d'or européenne, c'est-à-dire cette idée de ne pas dépasser 3% de déficit. Donc toute chose qui finalement nous empêche de faire de la pédagogie pour aller vite. Bon. La deuxième chose qui explique la raison de ce budget, c'est que France Insoumise est une force qui veut gouverner le pays. Et dès lors que nous voulons gouverner le pays, eh bien, il nous revient non seulement de s'opposer à la logique même du budget gouvernemental, mais aussi à dire ce que nous ferions en lieu et place du gouvernement. Et non pas ce que nous ferions, j'allais dire, en termes d'arrangement à la marge. Notre propos ici n'est pas juste de revenir sur les excès d'Emmanuel Macron par rapport à une politique de l'offre. Je parle là de la suppression, quasi-suppression de l'ISF ou de l'instauration de la flat tax, qui était, je ne fais injure à personne de le dire, mais qui était un peu la base du contre-budget proposé par le Parti socialiste, ni non plus, évidemment, de faire ce que fait la droite, c'est-à-dire le monsieur plus. C'est-à-dire disparition totale de l'ISF, plus de cadeaux aux riches, etc., etc. Notre logique à nous est radicalement inverse à celle qui est proposée par le gouvernement, que mon ami Limou Knock, qui vient d'arriver, précisera tout à l'heure, c'est-à-dire une théorie du ruissellement, j'allais dire aussi la théorie finalement du théorème de Schmitt, c'est-à-dire que c'est pas seulement on donne aux hyper riches pour que demain ça soit ils alimentent toute la société de leur manne, mais plutôt on donne au capital pour des investissements de demain et des emplois d'après-demain, donc vieux théorème des années 70, dont chacun peut constater que ça n'a eu aucun effet. Donc nous nous opposons à cette politique qui en plus redouble d'austérité, redouble de productivisme et finalement est une politique de l'offre. Comment avons-nous travaillé ? Nous avons évidemment mis plusieurs semaines à travailler avec des économistes, je parlais de Lim tout à l'heure, des hauts fonctionnaires qui malheureusement
ne peuvent pas nous donner les noms pour des raisons aujourd'hui de confidentialité, mais qui sont nombreux à France Insoumise et qui ont largement contribué à ce budget. Et puis tout le travail qui a été fait pendant la campagne présidentielle sous la conduite de Charlotte Girard et de Jacques Généreux et qui a consisté, vous vous en souvenez, à détailler les chiffrages de ce budget. Nous avons aussi, évidemment, très largement mis à contribution nos différents collaborateurs, que ce soit collaborateurs de groupe ou, par exemple, Jeanne Chevalier, qui travaille avec moi, en l'occurrence, pour le lien, qui ont des compétences économiques et financières évidentes. Nous avons aussi, je dois le dire, décidé de respecter quelque part les règles de l'adversaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons pris à chaque fois les chiffres les plus mesurés qui n'arrangeaient pas forcément au mieux notre démonstration. Un exemple. Nous partons du principe que nous allons mettre en place dans cette société un cercle vertueux, c'est-à-dire que ce que nous allons dépenser en termes de dépenses publiques ou d'investissement, chacun sait que cela rapporte au niveau des marchés privés, au niveau de l'économie en général. Il y a différents chiffres qui circulent de la part du FMI qui peuvent aller jusqu'à 3%. Nous avons pris volontairement un chiffre que personne ne pourra nous contester parce qu'il est finalement faible, qui est de 1,4 points, c'est-à-dire 1 point dans les dépenses publiques rapporte 1,4 points à l'économie. Nous avons aussi, par exemple, sur la question des fraudes fiscales, dont chacun sait que c'est une gangrène absolue par rapport aux politiques économiques menées, décidé de ne retenir que le chiffre de 40 milliards sur les 80 milliards supposés de fraude fiscale en France, qui là aussi nous montre que nous sommes modérés dans la façon de faire. Et puis surtout, nous avons mis de côté deux des piliers de ce que nous mettrons en application si demain nous gouvernons le pays, c'est-à-dire la question de ce que nous appelons le protectionnisme solidaire, qui vise, si possible, au niveau des frontières européennes, et sinon nous le revendiquons au niveau des frontières nationales, à mettre en place une taxation, j'allais dire vertueuse, par rapport à des produits importés qui seraient fabriqués à des coûts écologiquement et socialement insupportables. Enfin, il est évident qu'au pouvoir, nous mettrions la question de la renégociation de la dette, des dettes souveraines, tout de suite à la table des discussions avec les autres pays européens. Et de la même manière, cet audit de la dette, évidemment, nous en attendons le fait que cela affaiblirait le service de la dette, qui, vous le savez, est aujourd'hui proche de 50 milliards. Mais ça, nous n'en avons pas non plus tenu compte dans les chiffres qui vous sont proposés aujourd'hui. Quelle est la logique que nous défendons? C'est finalement l'idée de dire au budget pour les hyper riches, nous opposons le budget pour l'intérêt général. C'est ça le cadre de notre action, avec des objectifs. Le premier, c'est tout simplement de dire que la seule dette que nous pouvons accepter vis-à-vis des générations suivantes n'est pas la règle d'or que nous imposent les libéraux, mais la règle verte, c'est-à-dire celle que nous voulons constitutionnaliser et qui consiste à ne pas consommer et produire plus que la terre ne peut absorber. C'est la seule dette en réalité qui vaille, car c'est la dette qui, si nous continuons à l'enfreindre, pourrait faire en sorte que les générations à venir ne puissent tout simplement plus vivre, ou en tout cas vivre de manière possible sur cette planète. C'est la seule règle donc qui doit conduire l'économie à travers la planification écologique. Deuxième objectif, c'est la relance de l'activité en tenant compte de cette question de la bifurcation écologique pour faire en sorte que le chômage baisse et que l'emploi se crée. La troisième chose, c'est de répondre aux besoins et aux urgences de la société et non pas de faire ce que fait le gouvernement actuellement. Vous remarquerez par exemple que si on parle des universités aujourd'hui, puisque le sujet est d'actualité, le gouvernement ne fait pas une loi en fonction des besoins, c'est-à-dire du nombre d'élèves qui sont prêts à aller en université, mais en fonction de l'austérité qui conduit à ne pas construire plus d'universités. Nous retournons cette logique et nous décidons de répondre aux besoins et aux urgences, ce que différents des députés ici présents détailleront tout à l'heure dans la partie dépenses. Quels sont les moyens? Je l'ai dit, principalement celui d'un cercle vertueux, c'est-à-dire de relancer l'activité par un investissement à hauteur de 100 milliards, par des dépenses publiques qui permettront de faire tourner finalement l'économie. Encore un exemple. Vous décidez demain de faire un grand plan de 1 million de logements publics en 5 ans. Inutile de dire que ça a un impact considérable sur les entreprises du bâtiment.
entreprises d'ailleurs non délocalisables, bien plus en tout cas que la baisse de l'APL ou de la destruction du budget du logement, comme s'apprête à le faire le gouvernement. Deuxième moyen, la fiscalité, on y reviendra tout à l'heure, une fiscalité réellement redistributive et qui rapportera plus d'argent à l'État, puisque c'est les recettes qui ont été attaquées depuis des années par les différents gouvernements. Troisième moyen, le partage des richesses, c'est-à-dire l'idée que dans un pays toujours plus riche, parce que notre pays est toujours plus riche, eh bien, il faut aller chercher le coût du capital, ce qui coûte cher à notre pays, que nous pouvons estimer en gros à 7 points de la valeur ajoutée depuis 35 ans, c'est-à-dire que le capital coûte 7 points de plus, soit environ 150 milliards par an, qu'il faut aller rechercher à travers une taxation qui, à l'inverse de ce que propose le gouvernement, va chercher l'argent du capital pour le remettre dans l'activité utile du pays. C'est enfin redonner à l'État ses moyens, c'est-à-dire par des dépenses, par le nombre de fonctionnaires qui ont été très largement amputés depuis Nicolas Sarkozy. Et c'est enfin une politique d'investissement que vous décriront tout à l'heure Mathilde Panot et Jean-Hugues Ratenon. Je terminerai cette introduction sur quelques chiffres, avant de donner la parole à Lim Wang Nok, qui font comprendre un petit peu la logique économique de notre contre-budget. Nous prévoyons d'augmenter de 173 milliards d'euros en 5 ans, c'est-à-dire plus 5 points du PIB, ce que nous appelons les dépenses courantes. Mais ces dépenses courantes, elles ne peuvent être payées par la dette. D'où, justement, à travers un plan fiscal, le fait de faire rentrer 170 milliards de plus en 5 ans, 33 milliards par an en gros, de ressources fiscales que nous vous détaillerons tout à l'heure. C'est un plan, on vous l'a dit, de 100 milliards d'investissements. Seul l'investissement est financé par la dette, de manière logique, puisque nous investissons pour les générations à venir. C'est un plan qui rapportera 2 millions d'emplois, dont 420 000 dans les services publics et 200 000 fonctionnaires. Ce n'est pas très révolutionnaire de dire ça, hein. C'est juste le retour à l'avant Sarkozy, pour vous donner une idée, avec des chiffres finalement, somme toute corrects, plus que corrects même en termes de déficit, puisque si nous nous exonérons de la règle d'or européenne, le déficit moyen que vous découvrirez dans le document sera de 3,3%. On fait donc beaucoup mieux que Nicolas Sarkozy, 5,4%, mieux que François Hollande, 3,6%. Quant à Emmanuel Macron, on ne sait pas ce qu'il fera parce que ses effets d'annonce sont souvent contredits par les faits. Enfin, c'est un chômage qui baisserait de 9,2% aujourd'hui à 6%, grâce justement à ces gains d'emploi qui permettraient là aussi de relancer l'économie. On parlera peut-être d'autres chiffres en conclusion, mais je ne veux pas être plus long à ce stade. Donc voilà, je passe tout de suite la parole à Lim Wang Nok qui, en 5 minutes, va parler de la raison pour laquelle nous critiquons le budget actuel. Merci. Merci Eric, bonjour à tous et à toutes. Le premier budget d'un quinquennat, c'est le plus important, parce que c'est en début de mandature que se font les principales réformes fiscales, notamment, ainsi que d'autres mesures plus que symboliques. Et ce budget Macron, ce premier budget, Philippe Macron, est extrêmement symbolique et extrêmement structurant. Pour le résumer, vous le savez maintenant, c'est un budget qui donne beaucoup aux premiers de cordée et qui laisse les miettes à leurs Sherpas, ceux qui portent les sacs. Et au cœur de ce budget, vous le savez également, il y a aujourd'hui ce que nous appelons un nouveau paquet fiscal. Un gros paquet fiscal qui risque de devenir un boulet fiscal tant il a été sous-évalué du point de vue du coût qu'il va représenter. Ce paquet fiscal est composé de 5 mesures. La suppression de l'ISF, la mise en place d'une flat tax pour les revenus du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'impôt sur les dividendes et la pérennisation du CICE sous forme de baisse de cotisations sociales qui va aboutir à accroître une nouvelle fois le taux de marge des entreprises. Alors, le coût, vous en avez la publication officielle. Nous estimons que ne serait-ce que sur la fiscalité des personnes physiques, c'est-à-dire suppression de l'ISF et flat tax sur les revenus du capital, ça va coûter grosso modo 7 milliards et au moins 7 milliards puisqu'on a sans doute sous-estimé le fait que de nombreuses personnes vont se voir verser ce qui était versé sous forme de salaire, sous forme de dividendes, ce qui va accroître la facture et
Vous avez vu un certain nombre d'articles dans la presse indiquant que le coût pourrait être extrêmement important. Nous pensons que ces deux mesures cumulées, ça serait 7 milliards. Alors, en plus, si vous ajoutez la suppression de l'impôt sur les dividendes, ça fait 2 milliards de plus. On est déjà à 9 milliards. Et à l'horizon de la fin du quinquennat, en année pleine, si vous baissez l'impôt sur les sociétés de 8 points comme c'est prévu, eh bien, c'est 11 milliards de plus que ça va coûter, puisque c'est 11 milliards qui vont gonfler les profits des entreprises. Donc, en fin de quinquennat, en année pleine, on ne sera pas loin de 20 milliards, c'est-à-dire un point de PIB qui sera octroyé au bénéfice des revenus du capital et au bénéfice d'un stock de capital qui va gonfler chez les plus riches. Alors, est-ce que ça va ruisseler au bénéfice du plus grand nombre ? Je vous laisse juger vous-même. Quand on baisse la fiscalité sur la détention d'actions, ça incite à détenir des actions. Et quand on baisse la fiscalité sur ce que rapportent ces actions, eh bien, ça incite ceux qui détiennent ces actions à demander à ceux qui pilotent leur holding dans les entreprises qu'ils détiennent, eh bien, à demander aux entreprises de verser sous forme de dividendes une part croissante des profits qui, par ailleurs, vont être maintenus à un niveau élevé grâce à ces mesures. Donc, si tout ça est versé sous forme de dividendes, il est peu probable que ça ruisselle sous forme d'investissement et de création d'emplois, et il est vraisemblable que cela aille gonfler l'épargne plutôt que l'investissement. Et la destination de l'épargne, vous le savez, c'est les marchés financiers sans garantie de conversion en matière d'investissement. Alors ensuite, pour financer cet énorme paquet fiscal, cet énorme boulet fiscal, il a fallu faire les fonds de tiroir, évidemment, puisque la France s'est engagée à redevenir ou à devenir l'un des meilleurs élèves de l'Union européenne, M. Macron étant dans une entreprise de séduction pour réécrire les traités, paraît-il. Bon, donc il doit faire la preuve auprès de nos partenaires allemands qu'il est parmi les meilleurs. Donc ils ont dû faire les fonds de tiroir. Et ces mesures-là n'étaient pas forcément prévues la première année. Souvenez-vous du discours de M. Philippe au Congrès. C'était pas prévu la première année. Ils ont décidé de le faire la première année pour des raisons que vous savez sans doute, et cela les a poussés à faire les fonds de tiroir. Alors donc il y aura une baisse de 15 milliards des dépenses publiques, avec des mesures aussi symboliques et aberrantes que la baisse des APL et la baisse des contrats aidés. Je souligne en passant que les contrats aidés, contrairement à ce qui a été affirmé, c'est extrêmement utile. Dans 64% des cas, ils n'auraient pas été créés dans le secteur non marchand s'il n'y avait pas eu ce type de dispositif. Et dans bien des endroits, ils viennent combler l'absence de création d'emplois publics. Alors, ensuite, vous avez un certain nombre de miettes qui sont laissées aux Sherpas, comme je l'ai dit. Alors, il y a la taxe d'habitation, il y a les bricolages autour de la CSG. Bon, il faudra faire le compte au bout de tout ça, parce que quand on fait des économies en même temps et qu'on demande aux collectivités territoriales d'amputer de 3 milliards leurs dépenses, ça aura un effet sur les services publics locaux. Et puis, sur l'histoire de la CSG, il y a un problème important qui est qu'on est en train de basculer dans la logique du financement de notre modèle d'assurance chômage. C'est un modèle assurantiel et on met ici le doigt dans quelque chose qui est extrêmement dangereux parce qu'on met en cause un modèle auquel les partenaires sociaux sont attachés et les Français plus généralement sont attachés. Donc attention, l'autonomie fiscale des collectivités territoriales est mise en cause par la suppression de la taxe d'habitation. Ça va peut-être se répercuter par une augmentation des autres impôts locaux et une dégradation des services publics locaux. Et la remise en cause de la philosophie de l'assurance chômage posera un problème alors qu'aucun débat n'a été pour le moment engagé nationalement sur ce point. Et j'attire votre attention sur le fait que la hausse de la CSG des retraités pour financer le chômage, c'est un petit peu limite parce que ça consiste à demander à des gens de financer un risque qu'ils ne courent pas. C'est comme si par l'impôt, on vous demandait de financer l'assurance de la moto de votre voisin. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc au total, on a un budget qui est injuste, qui n'a pas de garantie de réussite, qui, selon nous, n'aura pas d'impact bénéfique ni sur l'investissement, ni sur l'emploi. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous présenter maintenant un contre-budget. Bien, merci Lim. Lim Wang-Nok, je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, donc économiste de France Insoumise, et qui montre la façon dont on a travaillé en lien avec le mouvement pour ce contre-budget.
ce qui dit, je le disais tout à l'heure, dans les chiffres que nous mettons en place, les 3 chiffres importants, hein, 173 milliards de dépenses courantes en moins, on va y venir, 100 milliards d'investissements, on va y venir. Il y a aussi donc le fait de s'engager à contrebalancer les dépenses courantes par une fiscalité supérieure, donc de 170 milliards, 33 milliards par an. Je vous en dis quelques mots rapidement. C'est une fiscalité qui, d'abord, a une vocation, c'est de redonner à l'impôt tout son caractère redistributif, qui est la base du consentement républicain à l'impôt. Je dis ça pourquoi ? Parce que dans toute l'Assemblée, pendant tout le débat du PLF, nous avons eu beaucoup de peine à entendre ce mot redistributif dans la bouche des ministres et de nos collègues de La République En Marche. Je parle de taxation, d'imposition, on a l'impression que tout ça est uniquement punitif. On veut rappeler que l'impôt, il sert à redistribuer les richesses. À partir de là, la première chose que nous voulons, c'est redonner, j'allais dire, toute sa valeur à l'impôt sur le revenu qui, comme vous le savez, j'allais dire, fléchit en termes de pourcentage, de prorata par rapport à la fiscalité globale dans ce pays. D'où le fait de redessiner 14 tranches au lieu des 5 actuelles, qui permettrait de faire payer évidemment toute la population avec des taux très progressifs, qui permettrait aussi d'alléger sur les classes moyennes le poids de la fiscalité. Nos calculs, c'était l'idée qu'une personne gagnant 4 000 euros, jusqu'à 4 000 euros serait avantagée dans la fiscalité que nous mettons en place, et évidemment de prendre aux plus riches, à l'inverse du gouvernement Macron, ce qui fait que nous avons une dernière tranche d'impôt de 90% au-dessus de 400 000 euros. La deuxième chose, c'est une TVA grand... Donc ça, cet impôt rapporte 10 milliards. C'est une TVA grand luxe de 33% sur certains produits, nous l'avons défendu en amendement, qui rapporterait 5 milliards. Troisième pilier, non pas la suppression, mais au contraire, le renforcement de l'ISF avec l'idée d'assujettir beaucoup plus les revenus du capital qui nous permettrait d'avoir progressivement une espèce d'impôt sur le capital en réalité et qui, au lieu du taux d'abattement de 30% qui est actuellement celui retenu par l'ISF sur les biens serait de 400 000 euros de manière forfaitaire, ce qui fait qu'en réalité, on commencerait de manière très progressive à payer l'ISF à partir de 800 000 euros, 800 000 moins 400 000, donc 800 000 euros, jusqu'à évidemment des sommes supérieures, et en faisant en sorte, vous le trouverez dans le document, de le taxer de 0,1 à 2%. Cet ISF se doublerait d'un impôt, une taxation sur les héritages. Vous savez que en 30 ans, on est passé de part de l'héritage dans les fortunes nationales de 45% à 75%. Donc il y a, on peut dire, une espèce de nouvelle noblesse de l'argent qui s'est mise en place. Et nous mettons donc un impôt sur l'héritage. Tout ça nous rapporterait 3 milliards. C'est la fin de l'abattement forfaitaire de 30% sur les dividendes. C'est aussi une taxation carbone. On a repris le principe de la taxation carbone proposée par le gouvernement à ceci près que nous rajoutons ceux qui sont les plus gros pollueurs. Je parle des entreprises qui aujourd'hui sont les plus gros pollueurs et qui échappaient à cette taxation, mais aussi, par exemple, le kérosène pour les avions. C'est l'abrogation, enfin, des niches fiscales que nous estimons à hauteur de 49 milliards. Donc là aussi, on est loin du plafonnement actuel. Vous savez que les niches fiscales, année par année, explosent les plafonds que lui impose le Parlement. Donc on retient le chiffre de 49 milliards qui se répartirait en 38 milliards sur les niches fiscales proprement dites, type Copé par exemple, et de 11 milliards que nous récupérions au CICE. Pourquoi seulement 11 ? Parce qu'une partie de l'argent qui aujourd'hui est dévolu au CICE servirait dans un fonds de solidarité inter-entreprise, la première année sous forme de crédit impôt, les autres années sur une réflexion qui serait une taxation supplémentaire de cotisation sur les entreprises, tout simplement, j'allais dire, pour aider les entreprises vertueuses, et à commencer par les TPE, PME, en termes d'augmentation de salaire, en termes de respect du Code du travail, en termes de lutte contre les délocalisations. Ça permettrait d'orienter cette aide vers les entreprises qui en ont le besoin et qui respecteraient la règle du jeu de l'emploi, et non pas, comme aujourd'hui, vers toute entreprise, y compris celle qui délocalise. Et enfin, j'allais dire évidemment de faire sauter enfin le verrou de Bercy, puisque j'ai noté que les autres députés d'En Marche
proposer un amendement pour enlever les droits civiques des plus gros fraudeurs. Bon, pourquoi pas, hein, si ça va dans le bon sens, on en discutera entre nous, mais pourquoi pas. Mais nous, on propose mieux. On propose de faire sauter le verrou de Bercy, on l'a proposé cet été, qui consiste à avoir une juridiction spéciale à Bercy pour négocier avec les plus gros fraudeurs, comme si la justice se décidait à négocier avant le tribunal avec les casseurs de banque. Vous conviendrez que c'est un peu problématique comme juridiction spéciale. Voilà. Je passe maintenant la parole. Je vais commencer par Daniel. On va commencer par toi. On va pas vous présenter toutes les dépenses, hein, vous l'avez détaillé, mais on a choisi d'en mettre quelques-unes en avance et Daniel va vous présenter les dépenses en matière de sécurité et de justice. Oui, merci. Alors sur effectivement deux postes qui nous semblent essentiels, éminemment régaliens, la question de la justice et de la police. Nous prévoyons de mettre les moyens humains parce qu'il nous semble que c'est avant tout la première donnée pour avoir un travail de la justice et de la police qui est à la hauteur des enjeux aujourd'hui en la matière. Lors du débat budgétaire que nous avons eu, y compris au sein de la majorité, le ministère reconnaissait ce que disent aujourd'hui les statistiques, par exemple au niveau européen, que la France, en matière de justice, est un très très mauvais élève, puisque en termes de nombre de magistrats par habitant, de maillage, on est très très loin des moyennes européennes. Et il nous semble qu'à l'heure où nous avons des débats sur la question, par exemple, du harcèlement, sur la question des violences faites aux femmes, l'enjeu fondamental au-delà des prises de position qui sont déjà extrêmement positives, c'est de donner suite, c'est de faire en sorte que, par exemple, les victimes aient les moyens de pouvoir porter plainte, qu'elles soient accueillies dans des structures où elles se sentent en sécurité, elles se sentent entendues, et puis surtout que ce ne soit pas un parcours de combattante avec des obstacles à chaque étape, en termes judiciaires notamment, pour se voir rendre justice. Et donc, c'est pour ça que nous insistons sur la question des moyens humains et du recrutement dans le poste en matière de justice et de police. Alors, en détail, vous le verrez, nous proposons 2,5 milliards d'euros supplémentaires, puisque là aussi, ce que nous constations dans le débat budgétaire, c'est qu'au-delà des annonces du gouvernement et du président Macron sur la justice étant une priorité, en vérité, une fois qu'on a fait des calculs un peu précis, on se rend compte que le budget augmente très peu, est relativement stable. Nous sommes arrivés à peine 1,9% d'augmentation, et c'est bien en deçà de ce qu'il faudrait. Nous proposons d'augmenter de moitié les effectifs de services judiciaires afin de parvenir à un nombre approprié de magistrats par habitant. Nous pensons qu'il faut mettre l'accent également sur la question de la rénovation des tribunaux, mais également des prisons. Nous avons été nombreux et nombreuses à la France Insoumise à visiter récemment un certain nombre d'institutions pénitentiaires. La France est là aussi régulièrement condamnée au niveau international pour la surpopulation carcérale, pour l'état de ces prisons, pour le traitement qui est fait aux détenus. Et donc il y a là un effort particulier à faire. Le recrutement des agents pénitentiaires aussi, c'est une dimension importante parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une explosion des heures supplémentaires, ce qui crée d'abord en termes d'encadrement pour les détenus une pression, et ce qui favorise à notre sens par exemple les violences qu'il peut y avoir et les tensions entre détenus et agents pénitentiaires. Ça a été aussi à plusieurs reprises condamné par des institutions internationales. Et puis surtout aussi pour les agents, on sait qu'il y a dans cette profession un turnover extrêmement important et qu'il y a besoin justement de donner les moyens pour qu'on ait un encadrement digne de nos valeurs et puis surtout digne des principes même de la fonction. Voilà sur l'aspect de justice, où encore une fois, il nous semble important de mettre un accent extrêmement fort. On a vu, en tout cas de notre point de vue, dans les débats récents, par exemple sur la loi de sécurité intérieure, à quel point il y avait un basculement avec une prise de l'exécutif au détriment de la justice. Nous voulons renverser la vapeur, mais nous savons aussi qu'il y a des enjeux de sécurité et de sûreté aujourd'hui extrêmement importants. C'est pour ça que nous mettrons 350 millions d'euros supplémentaires dans la mission sécurité et sûreté, en accent sur, là aussi, le recrutement d'agents.
pour libérer notamment les policiers et les gendarmes d'un certain nombre de tâches administratives qui sont importantes aujourd'hui et qui occupent, on l'a vu avec les protestations qu'il y a eu de ces catégories dernièrement, qui occupent aujourd'hui beaucoup du travail des OPJ et des forces de police. Donc, nécessité de recruter 5000 agents administratifs en plus et puis de renforcer l'effort qui est fait en termes de retour des effectifs de gendarmes et de policiers à un niveau tel que celui de 2007, soit 3000 agents en plus, et de renforcer, je vais en terminer là, la durée de formation et le contenu de cette formation-là. Aujourd'hui, les durées de formation ont été extrêmement réduites, déjà parce que nous n'avons pas réouvert suffisamment d'écoles de police, et puis il nous semble que réduire ainsi la durée de formation se fait au détriment du devoir et de l'importance de la fonction que l'on confie aujourd'hui aux forces de police et qui a au contraire un besoin de plus de formation sur un champ encore plus étendu de ces agents qui mènent une mission fondamentale aujourd'hui, d'autant plus à l'aune des débats que nous avons sur la question de la lutte contre les actes de terrorisme, un travail de prévention qui nous semble fondamental. Et pour cela, encore une fois, il faut se donner les moyens pour que nos agents de police soient suffisamment bien formés pour y compris assurer auprès de la population leur rôle de service et de garantie de la sûreté. Donc voilà sur ces deux postes qui nous semblent essentiels, où nous mettrons les moyens qu'il faut pour assurer une justice efficace, juste, digne, et une police qui assure sécurité et sûreté. Bien, vous aurez compris donc que c'était aussi une réponse, mettre plus de moyens dans la justice et la sécurité par rapport à ceux qui transforment l'état d'urgence en état permanent. On a eu aussi, sur ce début de cette mandature, des attaques sociales très dures à travers les ordonnances qui vont revenir à l'Assemblée. Et Adrien va vous présenter les dépenses en matière d'affaires sociales. Merci. Merci Eric. Donc, plusieurs missions, je vais vous présenter rapidement, contrées notamment aux affaires sociales, qui sont des postes de dépenses importants. D'abord, la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Nous mettons 42,7 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire plus 2 points de PIB, pour la raison que la priorité absolue pour nous est d'éradiquer la pauvreté. Aujourd'hui, la réalité est la suivante, 9 millions de pauvres, c'est connu, c'est-à-dire 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, lequel est fixé à un montant de 1 008 euros mensuels. C'est 14% de la population de ce pays, tout de même, dans la 5e puissance économique du monde, et 1 million de pauvres supplémentaires depuis 2014. C'est la raison pour laquelle cette mission est particulièrement importante pour nous. Donc il y a plusieurs mesures dans ce contre-budget. D'abord, la création d'une garantie dignité, laquelle vise finalement à revaloriser les minima sociaux afin qu'aucun niveau de vie ne soit en dessous du seuil de pauvreté, puisque ça a été dit tout à l'heure par Eric, mais les quelques mesurettes sociales sur lesquelles le gouvernement communique beaucoup, notamment sur la question du minimum vieillesse, restent en dessous du seuil de pauvreté. Il y en a pour 30 milliards avec cette garantie dignité, 10 milliards pour étendre le RSA aux jeunes adultes en dessous de 25 ans, 10 milliards pour rendre le RSA automatique. J'insiste sur ce point parce qu'aujourd'hui, nous l'avons constaté d'ailleurs pendant la campagne de la France Insoumise avec les caravanes, il y a surtout le problème du non-recours. 36% des personnes qui sont éligibles au RSA ne le demandent pas. Donc son automaticité permettrait de lutter contre ce problème du non-recours. Et 10 milliards pour porter les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. Le minimum vieillesse au-dessus du seuil de pauvreté, ça représente 2 milliards d'euros. Nous voulons aussi mettre en place un plan zéro sans-abri, suivant la revendication de pas mal d'associations sur la question du logement. Ça représente 700 millions d'euros, essentiellement pour la création de 38 000 places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ensuite, il y a la question de la dépendance, où nous affectons 10 milliards d'euros supplémentaires, augmentation de l'allocation personnelle d'autonomie, réduction de 50% du reste à charge, formation et recrutement de 100 000 professionnels. Vous l'aurez compris, sur cette mission, notre préoccupation est bien évidemment l'amélioration des conditions de vie, l'émancipation de toutes et tous et la lutte contre la pauvreté qui se fait sur plusieurs fronts. Éradiquer la pauvreté, c'est un objectif ambitieux, mais nous soutenons avec ce contre-budget qu'il est à portée de main, si compter qu'il y ait une volonté politique réelle. Ensuite, je viens à une seconde mission très importante, qui est la question des retraites, où nous affectons 32 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire 1,6 point de PIB.
D'abord parce que pour nous, et vous le savez, la question de la limitation de la durée du temps de travail au sein du travail, mais également tout au long de la vie, reste aussi la meilleure manière de créer des emplois. On a parlé tout à l'heure du CICE. Vous avez vu, selon le rapport de France Stratégie, quel est le coût d'un emploi sauvegardé ou créé par le CICE. C'est à peu près 335 000 euros par emploi créé ou sauvegardé. C'est 8 fois plus que les emplois qui ont été créés au moment des lois Aubry 1 sur la baisse du temps de travail. Donc nous réaffirmons que la limitation du temps de travail reste un objectif, et notamment par la question des retraites. D'autant plus qu'on voit que dans un contexte de chômage important, le maintien sur le marché du travail des seniors a des conséquences sur l'accès des plus jeunes à l'emploi, puisque leur entrée sur le marché du travail est retardée. Notons également qu'un senior qui perd son emploi a 30% de chances de ne pas tomber dans le chômage de longue durée, ce qui montre bien quelle est la situation. Donc dans ce contre-budget, nous réaffirmons, comme c'était le cas dans notre programme, la retraite à 60 ans à taux plein, c'est-à-dire 18 milliards d'euros. Nous avions déjà démontré pendant la campagne que la question notamment importante de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permet, par hausse de cotisation, le financement de cette mesure qui coûte 18 milliards d'euros. Et pour nous, réaffirmer également l'idée qu'aucune retraite ne doit être sous le niveau du SMIC, et cette mesure coûte 14 milliards. Actuellement, éclairage important, c'est environ 160 000 personnes qui liquident leurs droits à la retraite chaque année. C'est donc autant de places libérées sur le marché du travail pour l'accès des plus jeunes à l'emploi. Par ailleurs, nous constatons à mesure des années l'augmentation de la productivité, et nous nous permettons également de reposer la question, dans un contexte d'augmentation de la productivité, de la durée du temps de travail, puisqu'il ne devrait pas être nécessaire de travailler plus longtemps que le temps nécessaire à la production des biens et services dont nous avons réellement besoin. Ensuite, il y a la question de la santé et de la sécurité sociale intégrale, mission importante, avec des postes de dépenses dans le projet de budget, mais également, vous l'avez vu, dans le PLFSS. Sur la santé, nous affectons 4,9 milliards d'euros supplémentaires, et la sécurité sociale intégrale, 3 milliards. Nous sommes, je le disais tout à l'heure, la 5e puissance économique. Nous pensons que, par conséquent, nous avons les moyens d'offrir à notre population des conditions dignes de soins. Le contexte n'est pas inconnu, j'imagine, de vous non plus. C'est qu'un Français sur deux, aujourd'hui, en moyenne, renonce aux soins pour des raisons économiques. C'est la raison pour laquelle, parmi les mesures de ce contre-budget, vous avez le 100% remboursement par la Sécu. En fait, il s'agit pour nous d'absorber le reste à charge des patients, notamment en réintégrant la part remboursée par les complémentaires et les frais inhérents à leurs salariés transférés dans la sécurité sociale en contrepartie des cotisations complémentaires. Il faut noter quand même que cette réforme, si elle est ambitieuse, a un coût net nul, puisqu'elle permet des économies de gestion administrative, et notamment sur des niches fiscales qui sont très importantes. L'hôpital, très important dans la situation où on voit bien que pour les patients comme pour les personnels soignants, la situation est souvent au bord de la rupture dans de nombreux établissements. Nous y affectons 3 milliards. Pour l'essentiel des embauches, 62 500 embauches, 10 000 médecins, 52 000 personnels soignants. La lutte contre les déserts médicaux et la création de centres de santé, c'est 1 milliard. Et enfin, surtout, la question de la prévention, notamment avec la médecine scolaire, où nous affectons 500 millions pour 6 000 embauches, la médecine du travail, 400 millions d'euros, dans un contexte où, il faut le redire également, nous avons dénoncé le fait que par les ordonnances, il y a également la question de la suppression des CHSCT et de leur expertise en termes de soins qu'il s'agit de bien penser, et d'autant plus avec la question des violences faites aux femmes, et en particulier dans le milieu professionnel. Dernier point pour ma part, donc 2 missions encore à évoquer, la mission travail et emploi, et également l'aspect revalorisation du SMIC. Pour la mission travail et emploi, c'est 6,4 milliards d'euros de dépenses, revalorisation du SMIC 6 milliards. Actuellement, ce sont 1,6 million de travailleurs qui sont payés au SMIC dans ce pays. Si cette proportion a légèrement diminué, elle reste toujours importante, autour de 10% des salariés. Le montant mensuel est de 1 480 euros brut, 1 150 euros net. C'est à peine plus que le seuil de pauvreté qui est fixé cette année à 1 015 euros. Donc la mission travail et emploi, pour nous, c'est, je disais, 6,4 milliards. Et la création de 820 000 contrats coopératifs. Alors de quoi il s'agit ? C'est cette mesure que nous avions développée dans le programme, qui est de faire de l'État l'employeur en dernier ressort. Compte tenu des coûts importants du chômage de longue durée, la réintégration de ces coûts pour créer des emplois pérennes
permet la création de 820 000 contrats coopératifs. Et enfin, bien sûr, la revendication éternelle d'augmentation des salaires et de revalorisation du SMIC, et nous y mettons 6 milliards d'euros au total. Voilà pour l'essentiel concernant ces dépenses sociales et de travail, même si, bien évidemment, ça a été dit, et pour ne pas être trop long, vous avez tout le détail dans le livret, et on pourra y revenir ultérieurement. Merci. Donc, troisième dépense sur laquelle nous voulions mettre un éclairage qui va correspondre malheureusement peut-être à une loi que le gouvernement va vouloir imposer au mois de décembre et qui est une sélection déguisée à l'entrée de l'université, ce que nous mettrions en place en termes de budget sur l'enseignement supérieur à la recherche, et c'est Sabine Rubin qui vous le présente. Merci Eric. Moi je me propose de vous présenter en fait les deux budgets, enseignement et enseignement supérieur recherche. Ils sont liés en fait, y compris d'ailleurs dans l'esprit de nos actuels gouvernants, puisqu'il y a par exemple tout un programme d'orientation du bac plus 3 au bac plus 3. Donc logiquement il devrait y avoir quelque chose d'un peu cohérent, mais bon. Donc je me propose de vous présenter les deux. Je vais recontextualiser, vous présenter le budget qui est présenté actuellement. Et les fameuses hausses, en tout cas ce qui est appelé une hausse et que je voudrais resituer par rapport à l'inflation. Donc concernant le budget de l'éducation nationale, enseignement scolaire, il est annoncé de 51,4 milliards et le gouvernement se félicite donc qu'il ait 1,4 milliard de plus. Or, si on le resitue, c'est hors inflation, et si on le resitue par rapport au PIB, on peut dire que même c'est un budget en baisse. Ce serait un budget en baisse, selon certains économistes. Voilà. Donc, M. Blanquer le dit clairement, on doit savoir faire des économies sur certains sujets pour mieux dépenser sur d'autres. Alors moi, je l'interroge, sur quoi va-t-il dépenser? Probablement sur le dédoublement des CP en REP+, ce qui pose le problème quand même des remplaçants, parce qu'il n'y a plus de remplaçants dans le scolaire, dans le primaire. Il n'y a pas assez d'enseignement, il y a la quête d'enseignants dans certaines disciplines dans l'enseignement secondaire. Est-ce que c'est là qu'il va déshabiller Paul, Pierre? Enfin, je pense qu'il faut réhabiller tout le monde. C'est la raison pour laquelle il y a besoin d'un grand investissement pour la jeunesse, si tant est que c'est une priorité. Voilà. Donc sur ce budget jeunesse, nous on propose 14 milliards supplémentaires. Voilà. Affecté à quoi? Affecté à la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, d'une part, pour 2 milliards. Affecté à la lutte contre les inégalités scolaires à 3 milliards. Et en effet, je pense que ce n'est pas suffisant simplement, enfin nous pensons qu'il n'est pas suffisant simplement de dédoubler les classes de CP, ce qui existait déjà avant d'ailleurs, avec 2 mètres par classe, quoi, ce dispositif. Par ailleurs, on propose une gratuité totale des frais de cantine, de matériel, de transport, notamment dans les filières professionnelles. Ça a un coût pour les familles énorme. Donc ça, on le propose pour un coût de 5,2 milliards. Et enfin, le recrutement absolument nécessaire pour répondre au manque, à l'absence d'enseignants, de 6 000 enseignants, avec une revalorisation des salaires. Parce qu'en effet, on s'interroge des raisons pour lesquelles on ne trouve pas d'enseignants dans certaines matières, mais compte tenu des conditions de la profession, on finit par le concevoir. Donc cette revalorisation des salaires, elle est budgétée à 1,5 milliard. Voilà, ça c'est pour l'enseignement scolaire. Donc une véritable priorité. Pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est la même chose. C'est vrai que le ministre se félicite d'une augmentation de 700 millions. Si on la resitue, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'inflation, etc., en vérité, on aurait moins 37 millions d'un budget de 2007 à 2018. Quoi qu'il en soit, sur ce budget de 24,5 millions, il n'y en a que 194 millions pour la formation supérieure. Moi, je pose la question, comment faire quand il y a 40 000 étudiants qui arrivent chaque année en prévision dans les universités, à part, tel est le projet, d'organiser une sélection qui ne dit pas son nom. Voilà. Nous, comme contre-budget,
on propose une augmentation de plus 4 milliards sur le budget de l'enseignement supérieur et la recherche. Voilà. Donc, 4 milliards pour le recrutement d'enseignants-chercheurs, de chercheurs et de techniciens, qui viendraient à la place des nombreux titulaires et vacataires qui existent dans la fonction, dans l'enseignement supérieur et dont on a même du mal à estimer le chiffre. Une augmentation des bourses des étudiants et une rénovation des universités à hauteur de 2 milliards. Ça veut donc dire que les 2 milliards que réclament la plupart des syndicats d'étudiants et d'enseignants seraient largement attribués avec nos 2 milliards pour donc le recrutement et 2 milliards d'investissements pour l'université. Voilà, ce sera vraiment une priorité. Merci Sabine. Donc là, c'est la partie dépenses. Vous avez, évidemment, on n'a oublié aucune dépense. Hein, là, on a mis en évidence les 3 qui correspondent à des moments d'actualité importants. Vous avez les autres dans votre document. Et enfin, donc, il y a la partie investissement, à commencer par, je dirais, notre investissement prioritaire, qui est celui lié à la bifurcation écologique, et que Mathilde Panot va vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bon, vous l'avez compris, notre contre-budget, il est radicalement différent de ce qu'est en train de faire le gouvernement actuellement, notamment parce que malgré les efforts de Nicolas Hulot, l'écologie est en tout cas la transition écologique, est un impensé aujourd'hui du gouvernement. Et vous le verrez, donc on a un plan d'investissement extrêmement ambitieux dans ce contre-budget. On a plus de 50 milliards d'investissements dans la transition écologique. Mais on pourrait aussi renverser le raisonnement économique et dire que si on regarde par exemple des phénomènes comme Irma qui vont s'accélérer dans les années qui viennent, puisqu'on sait que les ouragans vont être d'une intensité plus forte du fait du réchauffement climatique, on pourrait réfléchir à combien ça coûte. On pourrait réfléchir aussi aux 250 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 sur le coût et évidemment humainement aussi le désastre que cela va créer. Donc c'est pour ça que nous avons une politique très ambitieuse sur la transition écologique, d'autant plus que ça n'a échappé à personne. Nous sommes dans une urgence absolue sur cette question. Une étude apparue montrant qu'il y avait 5%, qu'il y avait à peu près 5% de chances de rester au-delà des 2 degrés, au-delà duquel on ne sait pas ce qui va se passer, puisque les phénomènes sont cumulatifs. Et puis, avec une politique actuellement qui privilégie notamment le CETA, donc l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui est absolument désastreux en termes d'écologie, c'est-à-dire qu'on favorise le libre-échange, donc on va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre de manière drastique, puisqu'on va transporter des marchandises de plus en plus, détruire des emplois en Europe, à peu près 200 000 selon les ONG, et évidemment avoir des produits qui environnementalement n'ont pas du tout les normes que nous voulons mettre en place pour respecter la planète sur laquelle on vit et surtout la survie de l'espèce humaine. Vous l'avez vu, l'accord de Paris était déjà sur un objectif d'à peu près 3 degrés, alors que les experts disent qu'il faudrait plutôt rester sur 1,5 degré, 2 degrés. Et en plus, le gouvernement Macron a annoncé, enfin en tout cas il y a eu des notes qui ont circulé révélées par Mediapart qui montrent que les accords de Paris risquent de ne pas être respectés. Donc on est devant une urgence absolue et c'est pourquoi dans ce contre-budget on propose notamment d'investir dans 700 000 logements par an, dans la rénovation de ces 700 000 logements par an, qui est le seul moyen d'arriver à éradiquer les passoires énergétiques qui sont de l'ordre de 7 millions à peu près aujourd'hui et qui mettent 41% des ménages dans une précarité énergétique très forte. Le gouvernement est plutôt sur un ordre de 75 000 logements rénovés et en plus avec des normes en même temps, comme ils disent, des normes environnementales dégradées dans la construction. Donc on est très très loin de l'objectif qu'il devrait y avoir et qui est pourtant dans la loi de transition énergétique. Donc ça représente à peu près 20 milliards d'euros, mais ce qu'on dit, c'est que nous sommes sur une politique qui est sur une politique de long terme. Il faut investir maintenant si on ne veut pas courir à la catastrophe écologique, alors que le gouvernement est clairement aujourd'hui sur une politique de court terme et qui privilégie clairement la liberté d'entreprendre, comme ils disent, sur l'intérêt général, d'où le fait qu'on veuille mettre en place la règle verte, comme l'a rappelé Eric. Dans ces 50 milliards, il y a aussi évidemment la sortie du nucléaire.
qui ne nous semble absolument pas tenable, rien qu'en pensant indépendance énergétique, en pensant aux déchets, et notamment, je pense au cas de Bure, où des militants se battent pour qu'on ne transforme pas leur territoire en poubelle nucléaire, et développer les énergies renouvelables, continuer à avoir le savoir-faire français qui existe, et là je pense notamment aux General Electric qui sont en train de se faire complètement démanteler, et donc avec une perte de savoir-faire pour notre territoire. Donc ça représente à peu près 25 milliards pour aller vers 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2050, qui est un scénario, selon le scénario Négawatt, qui est justement un scénario qui a été fait par des experts. Et enfin, un plan ferroutage de 5 milliards d'euros pour notamment revenir là aussi sur le sous-investissement qui a été fait. Donc nous, dans ce contre-budget, on est sur une politique écologique ambitieuse qui correspond à une urgence de notre temps, qui créerait des emplois. On considère dans notre budget qu'il y aurait 900 000 emplois créés par la transition écologique et qui permettrait, grâce au protectionnisme solidaire, de s'appuyer sur une vraie filière française et de répondre, là encore, à l'urgence sociale. Merci. Merci, et on va rester dans le temps imparti, vous allez voir. Donc on va conclure sur la partie sociale, cette fois-ci, de l'investissement en métropole et en outre-mer. Et c'est Jean-Luc Rattenon qui va vous présenter en 4 minutes. Merci pour les 4 minutes. Je vais essayer de rester dans le temps. Oui, je vous remercie, mesdames, messieurs. Effectivement, Jean-Luc Rattenon, député de la République, élu à La Réunion, dans les outre-mer, ultramarins. Effectivement, ce grand plan d'investissement de 100 milliards tient compte aussi de l'urgence sociale. On ne peut pas passer à côté de l'urgence sociale dans un pays où il y a autant de besoins non satisfaits. En effet, il y a cette problématique du logement où le mal-logement s'instruit de manière durable, et notre objectif, c'est de casser, briser cela. Ce budget est véritablement un budget de rupture avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, que sur la mandature de Sarkozy, de Hollande, mais surtout là, avec cette mandature qui démarre avec le président Macron et son gouvernement. Donc nous voulons aller vers la construction de 200 000 logements pour un budget de 18 milliards, tenant compte de la situation ici, mais du rattrapage dans les Outre-mer, que ce soit à La Réunion, à Mayotte, à Wallis et en Guyane et dans les autres territoires des Antilles notamment. Mais c'est aussi toute la politique autour de l'enfance à travers l'ouverture de 350 000 places en crèche. Mais à côté de cela, il y a le problème de l'handicap, des handicapés, et là, pour un budget de 10 milliards. Ouvrir 50 places en maison de retraite, puisqu'on ne peut pas continuer à avancer sans tenir compte aussi de nos aînés, de nos personnes âgées. Il est inhumain de laisser comme cela à l'abandon de nos personnes âgées. Si nous sommes là, si nous sommes présents, c'est grâce à eux, et il faut toujours avoir en ligne de mire, avoir ce regard sur les personnes âgées, et surtout que dans certains territoires de France, il y a en matière de vieillissement de la population, les choses s'accélèrent. Donc il faut une vraie politique qui repart vers l'humain, redonner toute sa place à l'humain dans notre société. Mais c'est aussi investir pour le futur, préparer le futur, améliorer les services publics pour un budget de 7 milliards. C'est à travers accélérer le plan France très haut débit pour 2 milliards, rénovation des prisons, construction et rénovation des tribunaux et des commissariats, parce que là aussi, on ne peut pas continuer dans cette situation. Il faut aller vers un plan de rénovation dans ce domaine, mais aussi les universités. Il faut préparer l'avenir, les jeunes, la jeunesse, c'est la France de demain. Et il faut avoir un regard très serré sur cette France de demain, notamment aussi à travers la construction de logements étudiants. Un plan de construction de 2000 centres de santé d'hébergement et d'hébergement de santé, parce que là aussi on est au cœur de l'humain. Donc c'est véritablement un budget de rupture face à ce qui se passe aujourd'hui. Nous vivons une politique où l'argent a toute sa place. Nous voulons une politique où l'humain reprend la place sur le tout finance. Je vous remercie. Voilà, donc c'était la présentation de ce contre-budget. Je vous donne juste, je vous ai donné tout à l'heure un ensemble de chiffres. On a essayé d'éviter de trop vous remplir la tête avec des chiffres. Vous les avez dans le document.
Je voudrais juste en rajouter 3, puisque on nous attend un peu au tournant par rapport à ça. Le budget estimé sur les 5 ans à venir ferait en sorte que nous passerions à une dette au sens maastrichtien du terme. Donc vous avez remarqué qu'on ne tient pas forcément, on va pas forcément respecter tout ça, mais de 87,1% en 2022 contre 96,3% aujourd'hui. Nous aurions de la même manière une inflation que nous assumons, parce qu'on préfère un peu d'inflation, mais que tout le monde y gagne, à une politique de déflation, donc qui atteindrait 4,2% en 2022, mais comme le pouvoir d'achat lui augmenterait de 5,5%, on s'aperçoit que chaque année, il y aurait en gros un gain de pouvoir d'achat qui serait pas loin de 1,5% et qui serait autant en réalité d'argent que nous irions justement récupérer dans les poches du capital non investi pour les revenus du travail. Et enfin, avec une croissance de 2,1% en moyenne. Donc vous aurez compris que ce n'est pas une politique du tout croissance, ça a été dit, c'est ce que nous assumons, mais j'allais dire d'une activité, une relance de l'activité intelligente, et qui fait que ce n'est pas seulement par la croissance pour la croissance, dans une politique keynésienne classique, que nous comptons justement sortir le pays de l'ornière dans lequel il est. Voilà. Pour terminer, j'avais pensé qu'il faisait 30 pages, le document, il fait 50 pages. Donc, il y a au moins des inflations heureuses, là aussi. Mais on a utilisé 1 heure, mais je crois que c'était nécessaire parce que vous constaterez en moins, qu'on soit d'accord ou pas, mais que nous avons des choses sérieuses à mettre en place. Et pour conclure, je voulais vous dire aussi, puisque vous poserez peut-être la question, donc par rapport au débat de plan de loi rectificative qui a lieu en ce moment, et qui prévoit donc une dépense accru de 10 milliards d'euros pour rembourser la question de 3% des dividendes que certains chefs d'entreprise estiment indus et il se trouve que le Conseil constitutionnel apparemment leur reconnaît ce droit. Je voudrais ajouter 3 choses. La première, c'est que vous rappelez que c'est des règles européennes qui font en sorte que on ne peut pas taxer des filiales établies à l'extérieur de pays sur justement ces 3% de dividendes. Je note juste que l'optimisation actuellement, justement, joue sur ces filiales établies à l'extérieur. Donc ça montre une fois de plus qu'on ne cherche pas, j'allais dire, non seulement à une harmonisation fiscale, mais on ne cherche même pas à contraindre ceux qui trichent avec l'impôt à respecter les normes. La deuxième chose, c'est que le gouvernement prévoit que les 10 milliards seront en gros en 2 paquets. Un paquet de 5 milliards pour les entreprises qui sera un impôt sur les sociétés d'1 an pour les entreprises au-dessus d'1 milliard de chiffre d'affaires, mais surtout au-dessus de 3 milliards. Ça sera à hauteur de 5 milliards. Et l'autre, on le paiera tous, puisque ça sera un déficit accru, comme quoi on peut augmenter les déficits quand il s'agit de financer le capital. Une fois de plus, nous poserons donc 2 amendements pour notre part. Le premier, ça sera de dire que c'est à l'impôt sur les sociétés de financer ces 10 milliards. Donc nous demanderons à doubler par 2 cet impôt que le gouvernement veut mettre en place pendant 1 an sur les sociétés. Et nous avons un amendement alternatif, tout simplement qui consiste à renoncer à la suppression de l'ISF et à l'instauration de la flat tax. On aura déjà au moins gagné 5 milliards. Voilà, merci. Juste une question, j'ai entendu vos explications sur le calendrier de la présentation de ce contre-budget, mais finalement c'est un contre-budget qui est complètement déconnecté du travail parlementaire. Parce que vous l'avez souligné, avec l'article 40, qui est gagé, vous ne pouvez pas en tirer des amendements. Finalement, rien ne vous aurait empêché de présenter le budget l'année dernière, l'année prochaine. Alors, si vous regardez le document qui vous a été distribué, vous allez constater au contraire qu'il s'inspire justement du travail actuel des parlementaires, puisqu'il y a plusieurs amendements. Les encadrés correspondent tous à des amendements. Et quelle est la particularité de ces amendements? Pourquoi on les a mis en évidence? C'est que ce sont des points que le travail parlementaire nous a permis de résoudre par rapport à la période électorale. Voilà. Par exemple, sur les 14 tranches, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais vous n'avez jamais eu le détail de ces 14 tranches pendant la période électorale. Vous les avez là. Il y a aussi la question de la taxation carbone. Il y a aussi la question du fonds structurel de solidarité, toutes choses qui sont plus détaillées et qui sont en lien avec des amendements produits par le groupe. Donc pour vous répondre, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que toutes les dépenses qui vous ont été présentées ici par les députés sont en lien avec le travail parlementaire et la critique des budgets actuels que nous avons faits. Donc par rapport au travail par exemple, qui a été fait pendant les présidentielles, qui était vis-à-vis du budget de Hollande, là c'est très clairement vis-à-vis du budget de Macron. Donc oui, c'est en lien. Il y a d'autres questions ou vous estimez être informé? Si c'est le cas, c'est super.
toute façon, il est 15h, donc ça. Je précise Merci que beaucoup. ça fera l'objet d'une brochure qui sera disponible pour les insoumis, etc. et qui pourra permettre justement de faire des ateliers. Qui sera mis sur Internet, qui sera diffusé par France Insoumise. Et on pense certainement même faire un document plus court pour diffuser massivement. Merci.